Salut tout le monde, Contre-courant épisode 1, c'est parti. Alors bienvenue dans ce premier épisode de Contre-courant. C'est votre nouvelle émission mensuelle de décryptage de l'actualité en compagnie d'une équipe de chroniqueurs-euses qui chacune et chacun, en fonction de là où elle est, de son parcours, des luttes qu'elle mène, apportera un éclairage parfois différent, souvent complémentaire, sur les sujets dont on va parler et essaiera de répondre aux questions que ces problématiques soulèvent. J'en profite pour faire un petit coucou à Nastéo qui devait être là avec nous aujourd'hui et qui a un petit souci qui sera avec nous le mois prochain. Programme aujourd'hui, on va parler de l'offensive de Trump, de comment on peut sortir de cette sidération, de comment on peut combattre le nouvel impérialisme américain. Ensuite, on parlera de la répression qui s'exerce de manière de plus en plus forte sur celles et ceux qui luttent contre les discriminations, contre les guerres, pour l'écologie et de manière générale contre la politique du gouvernement. Et enfin, on essaiera de comprendre le mouvement des agriculteurs, des agricultrices contre le Mercosur et sur la campagne d'abattage des bovins prônée par le gouvernement. Mais comme à chaque émission, on va commencer par un petit tour de table. Comme c'est encore la période des vœux, je voulais vous demander qu'est-ce que vous souhaitez pour 2026. On va commencer par toi, Mimosa. Ouais, bonjour à tous et toutes. Moi pour 2026, j'aurais envie de dire la grève générale, la révolution, mais bon, c'est peut-être un peu optimiste. Moi je suis militante des Invertis, qui est un collectif trans pédéguine, donc LGBTI, lutte de classe. Et cette année, on a deux moments forts qu'on espère vraiment réussir. Le premier, c'est on fait un congrès où on va vraiment débattre de la suite de ce qu'on fait, de ce collectif qui a déjà 3 ans et demi. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est que en août, on fait un grand investissement où on invite un peu des militants LGBT de la France entière. C'est la première fois qu'on étend un peu nationalement, donc on espère avoir des bonnes discussions qui nous permettent d'organiser la riposte, et j'espère que ça va être un temps réussi. Bah écoutez, tout comme ce qui a été dit précédemment par Mimosa, voilà, bonjour à tous, moi c'est Omar, je milite sur Argenteuil, sur la dimension de l'antiracisme politique, entre autres. Bon, les ondes, il a fait chaque année, le problème c'est qu'il y a personne pour assurer le service après-vente, on est à peu près au courant, donc on va y aller modestement, mais je pense que il faut qu'il y ait on espère un réveil des peuples à l'échelle internationale, et je crois on est plusieurs à penser que l'internationalisme qui doit se conjuguer dans cette période, cette séquence, c'est absolument maintenant. Et donc, faire en sorte que l'ensemble des peuples puissent se retrouver sur des combats qui nous sont communs. Et l'actualité, de ce point de vue-là, nous sert drôlement. Et merci à Trump. Merci à toi. Oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, je pense qu'il faut aller sur... moi, j'ai des grands vœux aussi, hein. Mais là, je vais essayer d'être assez objective et dans ce qui peut être atteignable. C'est le retour véritable des solidarités entre nous, entre les peuples. C'est retrouver une véritable souveraineté des peuples face effectivement à des puissances impérialistes qui partout, tout le temps, maltraitent les peuples, la nature. Et se dire aussi que le fait de résister et d'être dans des actes concrets et qu'ils soient multiples, nous permettent effectivement de montrer que cette direction que eux nous imposent, nous n'en voulons pas, et nous reprenons aussi le flambeau, je dirais, de nos aïeux, et que nous ne sommes que de passage, et que l'avenir c'est aussi les générations futures, et que c'est aussi pour elles qu'on le fait. Et en se débarrassant effectivement d'une forme d'individualisme néolibéral, de consumérisme qui nous segmente plus qu'autre chose. Voilà. Je souhaite vraiment une solidarité internationale pour des temps meilleurs. À toi, Antoine. À moi. Moi, je pense que je vais être un peu plus pessimiste et mon vœu, ça sera peut-être un anti-vœu. Ça serait, moi, j'habite à Abbeville, dans la Somme. Je suis solidaire et nous ici, ce qui nous inquiète, c'est le RN. On est dans une ville à Abbeville qui est une grande ville qui n'est pas encore tombée dans les mains de l'extrême droite, et on se demande si ça va pas être le cas pour les prochaines élections. Et donc, mon vœu, ça serait qu'on arrive à lutter de toutes nos forces contre l'offensive de l'extrême droite et qu'on tienne en attendant le bonsoir. Ouais, je pense que ces questions des municipales seront bientôt au programme de l'émission d'une manière ou d'une autre.
Alexis, à toi. Salut à toutes et tous. Un peu comme tout le monde, je pense, je nous souhaite de la solidarité, concrète, internationaliste, politique, antifasciste. Et puis là, c'est le moment de l'autodéfense aussi. Peut-être qu'on se serait pas dit ça exactement les autres années de la même manière, quoi. Donc, à la fois l'autodéfense collective, du soin collectif, et puis peut-être pas la révolution dès cette année, mais il y a quand même des émeutes, des révoltes populaires de la jeunesse, donc je nous en souhaite plein un peu partout dans le monde. Et puis, comme je suis aussi militant éco-syndicaliste, des victoires dans ce secteur-là, ça me plairait bien, quoi. Voilà, Green Doc en Italie, GKN, Mouvement des Sans-Terre, un peu partout dans le monde, on a besoin de victoires et aussi un peu de pouvoir penser le temps long avec des contre-projets et tout. Voilà. Donc du coup, je vous propose qu'on rentre un peu dans le dur de l'émission. On a entendu un peu dans certaines de vos réponses la question de la situation internationale. C'est une question qui préoccupe beaucoup en ce début d'année. On va en parler juste après un tout petit extrait de Donald Trump à Davos il y a quelques jours. Si on utilise la force, on serait inarrêtable. Mais je ne le ferai pas. Tout le monde fait « Oh, Dieu merci ». On veut un bloc de glace pour la protection du monde. Et ils veulent pas nous le donner. On n'a jamais rien demandé d'autre. On aurait pu le garder cette terre, ce territoire. Alors, vous avez le choix. Vous pouvez dire oui et on appréciera, ou vous pouvez dire non et on s'en souviendra. Voilà, donc comme je le disais, depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche l'année dernière, il n'y a quasiment pas eu une semaine sans nouvelles actions, nouvelles menaces, les frappes en Iran, la volonté de contrôle de Gaza, l'enlèvement de Maduro, les menaces sur le Groenland. On a un peu l'impression que personne ne sait trop ce qu'on peut faire, à la fois à un niveau individuel, à un niveau collectif, pour lutter contre ce rouleau compresseur. Alors vous êtes toutes et tous engagés dans des luttes qui ont souvent aussi une dimension internationale. Je me tourne d'abord vers toi, Omar. Comme tu le disais, tu es militant antiraciste à Argenteuil. Peut-être que tu as quelques éléments de réponse pour nous. Alors est-ce que c'est quoi notre seule chance, c'est que Macron remette ses lunettes de soleil Top Gun et se mâche contre Trump, ou alors est-ce qu'on peut faire quelque chose de là où on est? Ouais, d'autant que le mec Top Gun, il y a quelque chose à voir avec la situation actuelle, indépendamment de Trump. Bon, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, c'est un impératif pour chacune d'entre nous qui militons au quotidien, mais au-delà de nous, au-delà des figures militantes. L'impératif, c'est de déconstruire tout ce qui nous tombe dessus. On a aujourd'hui une idéologie dominante, pas simplement par les médias, évidemment, acquis à Bolloré et à l'extrême droite, mais les médias mainstream de manière très générale, y compris ceux et celles qui sont aux ordres du gouvernement actuel ou des gouvernements actuels. Et le problème que nous avons, c'est d'apporter un autre narratif que le leur. Et ça, c'est fondamental, c'est important. Et je dis ça, et je le dis d'ailleurs d'emblée, parce que la bonne nouvelle, c'est que par les réseaux sociaux, des émissions comme celle-là qui viennent d'apparaître, c'est la première, il y a plein d'autres émissions sur les réseaux sociaux qui sont extrêmement intéressantes, tout aussi pertinentes. On pourrait les citer, mais tout le monde comprend qu'aujourd'hui, il y a besoin, notamment parmi les jeunes, d'aller chercher des sources d'informations ailleurs que celles qui nous sont livrées, quasiment prédigérées par les médias mainstream, en l'occurrence. Un des exemples que je voudrais donner, mais on pourrait entrer dans cette thématique par plusieurs bouts, mais on a mis la focale beaucoup sur le Groenland, beaucoup sur le Venezuela, d'un certain point de vue, en invisibilisant totalement, par exemple, ce qui s'est passé au Nigeria. Trump a frappé le Nigeria le 25 décembre au prétexte que les chrétiens seraient là-bas meurtris, attaqués par les musulmans ou des groupes terroristes. Bon, on sait bien que au Nigeria, ce qui intéresse Trump, ce sont les minerais, ce sont encore les énergies fossiles, le pétrole en l'occurrence. Et on a aujourd'hui un problème sélectif dans nos indignations. Commencer peut-être par le fait qu'on a assisté à un génocide en direct avec une complicité ouverte de l'ensemble des États occidentaux et d'un grand nombre de pays arabes. Et donc, évidemment, Trump et Israël sont à la manœuvre, mais il va de soi qu'il y a une séquence qui a été ouverte à partir de ce génocide en 2023, qui permet toutes les outrances derrière. C'est-à-dire ce à quoi on assiste sur le fait que les impérialistes aujourd'hui, qui eux précédemment se servaient du droit international, aujourd'hui le tordent à merveille.
eh bien, se permettent tout et n'importe quoi. Voilà. On parle du Groenland sans parler, bien sûr, des peuples autochtones qui y sont, mais en ramenant ça uniquement à la question du Danemark. Et donc, c'est extrêmement compliqué parce que être anti-impérialiste aujourd'hui, ça nécessite, encore une fois, par une relecture du monde qui passe pas par les canaux officiels de ceux et celles qui sont, qui ont les manettes. Alors, ça, c'est un des éléments. Le narratif, la déconstruction idéologique, c'est extrêmement important. Et il y en a un autre parce qu'il est consubstantiel à ce à quoi on assiste. C'est pour ça que mettre la focale sur Trump, je pense que c'est une erreur. Parce que dans le même temps, à l'échelle de l'Union européenne, il y a une explosion du militarisme. Il y a d'ailleurs Macron lui-même, là, le budget 2026, c'est 13% de plus dans l'armée par rapport à 2025. C'est environ 6 milliards de plus, au même moment où on casse la gueule aux services publics, où on fait la guerre aux ennemis de l'intérieur, etc. Et donc, me semble-t-il, il faut vraiment élargir l'angle de vue, y compris pour lutter contre notre propre impérialisme à nous et faire en sorte qu'on puisse avoir une vision plus internationaliste des choses et faire en sorte que tous les peuples puissent avoir droit à la dignité, à une égale dignité. Voilà pourquoi je parle du Nigeria, que je parle de la Palestine, qu'on doit parler évidemment de l'Iran, parce qu'on sait très bien que ce qui se passe actuellement, ce n'est pas du tout le régime des mollahs qui heurtent en quoi que ce soit la gouvernance de Trump. C'est uniquement des questions géostratégiques et là encore d'intérêts liés aux ressources qui intéressent cet impérialisme parmi les élus impérialismes. Merci Bernard. Tu parlais d'une nécessité de relecture du monde impérialiste. Léonie, toi, t'es militante, comme tu le disais, notamment altermondialiste. Comment tu... Il y a plusieurs choses effectivement, et moi j'ai l'impression que, comme disait Omar, une des choses aussi à remettre dans un contexte, c'est les approches en fait d'héritage historique des impérialismes. C'est-à-dire, c'est comme si on avait oublié que ce qui se passe actuellement dans les séquences internationales et partout, de l'Inde en passant aussi dans le Pacifique avec la Kanaki, c'est lié en fait à des héritages impérialistes qui reposaient sur l'occupation des territoires, un contrôle militaire, la traite négrière organisée, la colonisation de peuples toujours faite sous couvert de génocide, et ça l'a été dans les Caraïbes avec l'extermination du peuple taïnos, entre autres, et tous ces endroits du monde où il y avait des peuples originels qui ont été réduits à peau de chagrin. Et n'oublions pas aussi que dans tout ça, donc ça a toujours été des dominations territoriales, économiques, financières, institutionnelles, en termes de droits, c'est-à-dire qu'on disait quand même à des populations dites indigènes, autochtones, qu'elles n'étaient pas des citoyens et qu'il fallait, vous vous souvenez un peu de Bougainville, tout ça, qu'il fallait les instruire. Et donc aussi, ça passait par des processus de leur enlever en fait ce que j'appelle moi les culturicides, les déposséder aussi de leur regard et de leur ce qu'on appelle l'attachement qu'ils ont à la terre, à la nature et aux vivants. Et que là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a eu tous ces mécanismes-là qui ont su se développer avec une expansion du colonialisme à partir des grandes invasions de 1492, notamment provoquées par Christophe Colomb, qui ont été dit comme crimes contre l'humanité avec aucune réparation. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de militer dans le mouvement intermondialiste pour des réparations, et aussi qui sont liées à une dette climatique, avec un maintien des dominations, mais aussi de déstabilisation politique qui continue en fait d'asservir des peuples et donc de maltraiter et de ne pas arriver sur des dignités de justice. Et là, la séquence qui s'ouvre, et on l'a bien vu notamment avec le génocide en Palestine, totalement, il n'y a plus de droit international qui existe. J'appelle ça, moi, de la prédation. On est vraiment sur un rapport qui, je trouvais, reptilien de la part de puissances ou de pays créés artificiellement, parce qu'il faut le dire, dans un moment donné, dans un contexte historique avec lequel aussi on doit composer, sur des actions qui ne sont pas légitimes et qui provoquent une colère. Et là, on l'a vu, les mouvements notamment de solidarité envers la Palestine, c'est pas des mouvements qui sont morts, c'est des mouvements qui existent depuis des décennies. Et dans une lecture que l'on peut avoir, on se retrouve contraint, où on se retrouve aussi réprimé dès qu'on exprime une solidarité qui nous semble normale en disant ici et ailleurs, les jougs, les retours impérialistes, colonialistes n'ont plus leur place.
et donc d'être solidaire partout. Et je te rejoins, c'est-à-dire il faut pas avoir des géométries variables sur, je dirais, sur les atteintes continues qui sont faites au peuple dans beaucoup d'endroits du monde. On parle très peu de l'Inde de Modi, par exemple, qui est une forme de fascisme politique de l'hindouisme. On parle très peu du Myanmar, on parle très peu de ce qui se passe aux Philippines, de la destruction de l'archipel d'Indonésie par l'extractivisme, et de ce que ça fait aussi à des peuples autochtones non contactés. On parle très peu, mais là, il y a quand même cette séquence avec la contre-COP 30 des peuples autochtones qui partout se retrouvent, et même en Amazonie, Guyane française, mis en danger dans leur propre environnement, par la déforestation, mais aussi des atteintes à leur santé et aussi à la culture, je dirais, de ces populations qui vivent en harmonie, par notamment de leur pillage illégal avec la pollution des fleuves au mercure, des personnes qui peuvent plus pêcher le poisson, qui doivent aller l'acheter dans les magasins. Et effectivement, il faut pas être dans une géométrie, moi j'appelle ça une géométrie à empathie variable sur le monde, mais c'est bien des combats communs qui sont menés partout. Et je rejoins aussi sur le Groenland la question aussi du fait aussi qu'elle soit sous joug de dépendance du Danemark, et on parle très peu aussi de ça. Quelles sont leurs revendications? Je vais rebondir sur quelque chose. Vous avez complètement d'accord avec cette idée que la critique de ce qu'on appelle parfois le double standard, et puis aussi ce que tu viens de dire, Léonie, sur la question de l'histoire et de la mémoire, c'est hyper important. Moi, j'ai l'impression, une des choses à faire, justement pour ça, c'est d'écouter en fait la voix des peuples, des camarades qui sont en résistance contre l'impérialisme, quoi, les camarades sur place, et qui sont silenciés en fait dans les médias, bien sûr, dans les institutions, mais qu'on n'entend pas toujours aussi tellement, y compris à gauche en fait. Bon, la gauche c'est très large et tout, mais voilà, sur la Palestine, les voix des Palestiniens, on l'a dit déjà, hein, nous, mais sont pas entendues du tout. Et où est-ce qu'on entend des personnes de la société civile qui ont lancé BDS, ou des Palestiniens dans des syndicats, ou etc. Il y a plein de voix progressistes, il y a des aspirations populaires. Voilà, une manière en fait de participer, les médias et puis les institutions au génocide, c'est de pas donner la parole du tout. C'est pareil pour l'Ukraine. Voilà. Moi, j'étais en lien par la CGT avec mes solidarités aussi, avec les convois solidaires des syndicalistes qui sont allés là-bas. Et ça a permis d'entendre une voix de ceux qui se battent à la fois contre l'impérialisme russe et contre le gouvernement néolibéral. C'est pareil en Iran. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent, voilà. Et il faut bien sûr essayer de comprendre la géopolitique, etc. Mais il y a les camarades iraniennes, franco-iraniennes, je pense à Shoram Makarimi, par exemple, qui a parlé de solidarité politique, affective. Bon, pareil pour le Venezuela, il y a vraiment un truc important, je dirais, à écouter et à faire entendre, et à participer à faire entendre la voix des camarades de ces pays et qui luttent. Et la deuxième chose, vous l'avez dit aussi, c'est la solidarité concrète, quoi. Moi, j'essaye de participer autant que je peux là, en fait assez récemment à BDS qui existe depuis très longtemps. Pour moi, c'est vraiment boycott, investissements, sanctions, qui c'est vraiment un modèle en fait, à la fois quelque chose qui vient de la société palestinienne, à l'initiative de la société civile, qui est un truc de masse, qui est vraiment concret, qui produit des effets, voilà, qui produit vraiment des effets. Et je fais un peu de pub aussi, donc c'est un peu plus tard, hein, le 21 mars au 28 mars, il y a la semaine contre l'apartheid israélien. Cette lutte, elle doit continuer. Et je pense que voilà, c'est un exemple de, à peu près sur toutes ces questions, il faut arriver à trouver comment parler à la fois à beaucoup de monde et en même temps de la solidarité vraiment concrète. Voilà, c'était un peu les deux points. Tu disais comment sortir au début, Fabien, de la sidération. Sortir de la sidération, je pense, voilà, c'est écouter les camarades sur place et puis essayer de trouver des manières même très, voilà, par en bas, locales et tout. Mais bien sûr, il y a aussi un cadre de lecture et des discussions à avoir sur qu'est-ce qui se passe, qui va avec. Ouais, si je peux me permettre, du coup, pour rebondir un peu sur ce que tu es en train de dire, Alexis, je pense qu'il y a un truc hyper important sur, effectivement, le fait quand même de reconnaître, et je pense, là, je parle pour nous, le mouvement, on va dire, social,
la gauche, ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on met derrière, quoi, on va dire les mouvements qui luttent, quoi, d'éviter de rendre les choses simples quand elles le sont pas, et donc de permettre l'agentivité des gens qui luttent, enfin voilà, sur leur territoire, sur les différents peuples qui luttent. Moi, je pense que c'est un truc essentiel, et de pas simplifier les choses, quoi, et éviter un peu le truc un peu du camp contre camp, qu'on va quand même revenir dans les mobilisations anti-impérialistes. Moi, ça, c'est le premier élément sur lequel je voulais revenir. Le deuxième, à mon avis, c'est de reconnaître, enfin, je trouve qu'il y a une espèce de facilité, enfin, et c'est normal, enfin, parce qu'il y a effectivement une sidération, parce que des fois on a l'impression, en fait, qu'on peut pas changer les choses, mais essayer quand même de voir qu'en fait, on n'est pas sans pouvoir complet. Alors évidemment, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire, mais je pense qu'il y a quand même tous des éléments sur lesquels on peut agir, et notamment sur notre propre impérialisme. Et je pense que en fait, pourquoi est-ce on a du mal quand même? Alors évidemment, il y a le mouvement Palestine depuis là qui a quand même repris tout un chemin, avec des manifestations qui ont été quand même importantes, avec une reprise effectivement de BDS, et qui a remis un peu au cœur la lutte internationaliste et la lutte anti-impérialiste. Je pense notamment dans la gauche française, qui c'était quand même une tradition qui s'était quand même largement perdue. Mais je pense qu'il faut réussir. On voit bien qu'on a eu des pertes de réflexes en termes d'internationalisme, en termes d'anti-impérialisme, et je pense qu'il faut revenir sur un truc quand même de guerre à la guerre, enfin voilà, d'un truc un peu historique du mouvement ouvrier, en gros, maudite soit la guerre. Dernier élément que je voulais dire, moi j'étais très d'accord avec la fin de ce que disait Léonie sur le Groenland. Quand même, on s'interroge, enfin, on est en train de dire j'ai l'impression qu'il y a une espèce de discours là, Trump veut le Groenland, il est très très mauvais, oui, mais en fait le Groenland par ailleurs n'appartient pas au Danemark, quoi, enfin il ne devrait pas appartenir au Danemark. Il y a des intérêts économiques là-dedans, et il y a des peuples qui y vivent et qui luttent aussi. Et enfin, le dernier élément, et là, je parle à partir de mon point de vue, évidemment, de militante lesbienne, mais je pense qu'il y a vraiment tout un truc qui se joue autour de l'homonationalisme aujourd'hui, qui est récupéré par l'extrême droite, mais pas seulement, mais aussi par, on va dire, le Parti socialiste, la droite, les macronistes, autour, en gros, d'un espèce de l'Europe, pays des libertés pour les homosexuels, face à une espèce d'altérisation homophobe. Et je pense que vraiment, il y a tout un truc sur lequel il faut vraiment qu'on arrive à sortir un peu de ce discours et d'être solidaire des peuples en lutte, quoi. Ouais, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Alexis a cité notamment BDS. Je reviens un petit peu sur cette question vraiment de qu'est-ce qu'on peut faire ici quand on veut changer les choses. Je pense qu'il faut aussi garder en tête que partout, qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec Internet, partout on voit ce qui se passe un petit peu dans d'autres pays. Là, on voit aux États-Unis. Alors c'est pas lié directement à la politique internationale des États-Unis, mais on voit notamment que les violences policières aux États-Unis, notamment avec la police anti-immigration, où il y a encore eu une deuxième personne tuée à Minneapolis hier, quand on enregistre cette émission. Les luttes qu'on mène ici en France, pour nous, sont visibles aussi ailleurs et peuvent aussi peut-être donner de la force. Alors, je sais que Omar, notamment, tu te bats beaucoup contre les violences policières. Est-ce que c'est pas aussi, en s'investissant dans ce type de lutte ici en France, est-ce que c'est pas aussi une manière de donner de la force à celles et ceux qui se battent ailleurs dans le monde aussi sur ces questions-là? Alors, je donne l'exemple des violences policières, mais est-ce que, comme Mimosa disait, se battre contre notre propre impérialisme ici, c'est pas aussi donner de la force à celles et ceux qui, aux États-Unis par exemple, ou ailleurs, se battent aussi contre leurs impérialismes? Est-ce que déjà s'engager dans des luttes concrètes ici, même si elles n'ont pas en apparence un lien direct avec des pays impérialistes, des pays étrangers, est-ce que c'est pas aussi donner de la force? Est-ce que c'est pas aussi une forme de lutte internationaliste que de s'engager dans ce type de lutte ici? Ben, sans doute, parce que ce qui est convoqué par ceux et celles qui nous dominent socialement, économiquement, politiquement, d'un point de vue institutionnel, et qui relève tout ça de crise, parce qu'on traverse une crise ouverte depuis 2008 qui n'est jamais refermée, crise sociale, politique, écologique, etc., sur tous les plans. Bon, ceux et celles qui sont à la fois responsables de ces crises multiformes et qui sont aux manettes convoquent la même grille de lecture
pour aussi bien frapper à l'extérieur de leurs frontières que à l'intérieur de leurs frontières. Et donc on fabrique l'ennemi extérieur de la même manière qu'on fabrique l'ennemi intérieur. Donc en fait, il nous donne d'un certain point de vue le mode d'emploi, celui et celle qui nous gouvernent. Il n'y a aucun problème là-dessus. Quand j'ouvre une parenthèse, mais c'est pas une parenthèse, c'est très important, c'est même assez surprenant, même si on n'a rien appris de la chose. Quand le Premier ministre canadien nous dit que l'ordre international, c'est une fiction, et ça a toujours été une fiction, il rajoute utile, mais ça, de son point de vue, c'est utile, mais qu'il dit clairement et ouvertement que c'est une fiction. Et tu le dis à partir du moment où il y a des menaces qui pèsent sur le Canada, évidemment. Il le dit pas quand il y a un génocide actuellement ouvert et qui se poursuit même à bas bruit, mais qui se poursuit actuellement à Gaza. Un génocide qui se traduit d'ailleurs par une le fait de renvoyer les populations gazaouis peut-être vers le Somaliland qui a été reconnu avec beaucoup d'empressement par l'État sioniste pour pouvoir expulser ceux et celles qui vivent sur les terres palestiniennes. Bref, je ferme la parenthèse, mais c'est pas une parenthèse. On a des contradictions tellement fortes dans les combats interimpérialistes, particulièrement entre les États-Unis et la Chine, certes, mais avec tout ce que ça peut vouloir dire, que eux-mêmes ils sont obligés de reconnaître que le monde dans lequel ils vivent, en réalité, ça reste, comme tu l'as très bien dit, Léonie, relève de la prédation, de la loi du plus fort, de celui et celle qui est capable d'en imposer militairement le plus aux autres, et avec évidemment des contradictions internes. Eh bien, ce sont les mêmes grilles de lecture qui sont à la fois utilisées à l'extérieur et à l'intérieur, et donc de ce point de vue-là, c'est très facile pour le mouvement de l'antiracisme politique en France, par exemple, qui lutte contre les violences policières qui sont structurelles, systémiques, eh bien, de rentrer en empathie totale avec ceux et celles qui luttent contre les violences policières aux États-Unis, avec ceux et celles qui sont en grève de la faim en Angleterre parce qu'ils dénoncent précisément la militarisation à outrance et notamment des contrats avec une société israélienne de l'armement Elbit System. Et ils ont d'ailleurs gagné. Ils ont gagné, même si évidemment le coût est très important parce que c'est plusieurs dizaines de jours de grève de la faim. Charles Militant de Palestine Action qui a été dissous en Angleterre. De la même manière qu'en France, on a voulu dissoudre l'urgence Palestine. Voilà, tout à fait. Et donc, de ce point de vue-là, il y a des relations qui se nouent, j'ai envie de dire presque indépendamment de nos propres tactiques du point de vue de la résistance et qui sont drôlement aidées par ceux qui nous gouvernent. Alors, ce qui se passe aux États-Unis, enfin, c'est très difficile de ne pas être révulsé. Quand je parle de contradiction, c'est quand même assez fort. À Minneapolis, on est prêt à convoquer la garde nationale pour s'emplâtrer cette police fasciste, cette milice fasciste, raciste en face. Voilà les contradictions du camp de la bourgeoisie d'en face, de celles qui nous dominent, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à utiliser une partie de leur bras armé contre une autre partie de leur bras armé. Ils ont plusieurs bras, ces gens-là, et parce qu'ils ont des contradictions évidemment internes, et c'est pas simplement républicain contre démocrate, c'est bien au-delà de cela que ça se passe. Alors, je pense, on est quelques-uns à penser qu'il faut appuyer précisément sur ce qui est révélé ici, sur ces points faibles de ceux et celles qui nous gouvernent. C'est le moment évidemment de dénoncer l'hypocrisie de cet ordre international, pas parce que le Premier ministre canadien l'a fait, mais parce que nous on le dénonce depuis un paquet de temps, et puis de faire en sorte que les solidarités entre ceux et celles qui subissent les violences policières ici et là puissent se nouer. Mais encore une fois, Black Lives Matter, il est présent en France et les collectifs contre les violences policières sont aussi présents là-bas. Il y a des connexions qui sont faites. Je veux pas ici vous rappeler, mais au moment de la grande mobilisation sur les retraites, quelques mois après, à l'appel d'Assa Traoré, il y avait une grande mobilisation devant un palais de justice où il y avait à la fois, par rapport à George Floyd, une solidarité pleine et entière qui s'est déployée ici en France, mais en même temps pour condamner aussi les violences policières ici. Eh bien, je pense que dans cette atmosphère-là, d'autant plus que la dimension écocide est attaquée à l'échelle internationale, il y a tous les ingrédients, il y a tout pour qu'on puisse faire de l'internationalisme peut-être comme on n'a jamais fait. Oui, quand je disais qu'il faut aussi refaire de l'éducation populaire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu un vide à un moment donné, non pas peut-être dans nos milieux à nous, mais qu'il y a eu un vide en fait qui a été laissé, ou alors un silence qui s'est peut-être installé sur ce que moi vraiment quand je parle des impérialismes, il faut aussi regarder les actions de la France et aussi des actions donc passées mais aussi très récentes. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que moi après je vois quand même une violence coercitive qui est institutionnelle, qui vise à invisibiliser, et aussi je trouve une empathie assez variable. Quand on parle par exemple de Haïti, n'oublions pas quand même que
le gouvernement français a permis à un de leurs dictateurs, Aristide, de pouvoir venir en France. Dernièrement, à Madagascar, la France a permis l'exfiltration de leur président, du président malgache, qui était quelqu'un contre le peuple, sachant qu'il y a Madagascar est un pays qui a obtenu son indépendance et qui souffre de famine. Et, enfin, je veux dire, c'est pas possible ce qui se passe auprès du peuple malagasy, qui souffre véritablement, avec un ras-le-bol général. Et on l'a vu aussi dans d'autres pays qui se sont soulevés, des jeunes qui se sont soulevés, où il y a forcément un lien aussi, soit de protectorat avec la France, ou un lien colonial, et aussi une complicité qui perdure. Moi, j'étais un peu effectivement énervée de voir qu'il y avait peu de voix qui se sont vraiment qui sont élevées au niveau du champ politique quand il y a un président de la République qui insulte le peuple haïtien à Rio. En plus, voilà, un rassemblement en marche à Rio. Rio qui est une ville où il y a eu le plus grand port de la traite négrière atlantique, en insultant un Haïtien qui lui réclamait quand est-ce que vous allez rembourser, réparer la dette odieuse que la France a fait à Haïti en 1815. Et là, il lui renvoie, mais de toute façon, vous êtes con, on avait mis quelqu'un, vous l'aimez pas, c'est vous qui êtes con. Et c'est un exemple de patriarcat colonialisme de la part d'un président français en place qui est mais vraiment infect. Et derrière ça, donc, il fait une extraction du président malgache, et j'ai l'impression que ça passe crème chez nous. C'est comme si, en fait, on n'arrivait plus à avoir cette lecture qui est importante de la part, effectivement, je pense, de forces politiques, des enjeux décoloniaux et anti-impérialistes à avoir. Et aussi, moi, je dénonce quand même, moi, je suis clairement empathique des peuples. Parce que je me dis que moi, si je veux être libre, je veux permettre aussi que l'autre soit libre. Et les choses, elles vont dans un sens et dans un autre, et qu'il y a aussi une question d'humain, d'empathie, de sensibilité. Ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Myanmar, ce qui se passe, je dirais, même en Indonésie ou au Niger ou dans le Nord Kivu ou en RDC, mais moi, ça me fait mal, en fait. Et quand je vais revenir sur ce qui se passe en Hexagone et dans les 10 Outre-mer, c'est effectivement aussi un maintien de domination, c'est un racisme systémique, c'est des violences coercitives institutionnelles qui sont organisées. Et nous, on dit depuis longtemps, en fait, on veut agir dessus parce qu'on les a vus, et sur des choses atteignables et collectives, sur des objectifs où, en fait, on pourrait agir dessus pour les endiguer. Les Outre-mer devraient être placés en avant-garde, et elles ne le sont pas. On le voit bien avec des mouvements contre la vie chère, où on dit qu'il y a un maintien des dominations par une économie de comptoir. Et il y a eu des tonnes de tentatives de loi, mais par divers politiques, pour endiguer ce maintien de domination et d'inégalité, et rien n'y fait. Donc ça veut dire que c'est bien quelque chose aussi qui est institutionnel, qui est vraiment installé dans le temps. Et moi, bon là, il y a eu encore un jeune homme qui a été, on a vu les vidéos qui sont sans appel en fait. Il a été interpellé, il est mort en garde à vue. Enfin, et en plus ça s'est passé là moi où j'habite, et ça m'a fait mal une fois de plus. Et je me suis dit il y avait beaucoup de monde et c'était important. Mais je pense aussi que par rapport à Rice, il faut aussi qu'on ait ces solidarités. Elles doivent être aussi intactes et importantes pour ce qui se passe aussi dans nos endroits, dans nos terrains en fait. Parce que je suis un peu surprise que des personnes, et je vous le dis, des personnes qui sont extérieures, qui sont pas militantes, tout ça, me disent mais t'as vu ce qu'ils font? Je dis oui, mais dans l'histoire des États-Unis, je veux dire, qui est un pays récent, quand même, ils ont quoi, 600 ans? Ils ont fait du colonialisme sur leur sol. Il y a toujours eu de la ségrégation, de l'apartheid, et là, on arrive effectivement à une explosion aussi d'un racisme systémique qu'il y a chez eux. Et d'atteinte où ils tuent maintenant même des personnes qui sont là en solidarité ou juste en acte citoyen de dire bah non. Et je pense qu'il faut effectivement renforcer ces solidarités-là pour aussi les reconstruire ici, et que cette empathie qu'il y a eu quand on voit ce petit gamin qui est effectivement utilisé, et ça a été de même pour des petits enfants palestiniens, et c'est de même dans les centres de rétention en France où il y a des nourrissons, c'est de même dans les cellules qu'il y a à Orly, où il y a des familles, ou même des fois des enfants seuls. Il y a eu des cas récemment où on en parle, on a l'impression peut-être que ça redescend. Il faut toujours garder ça en mémoire et en parler. Enfin, vraiment qu'on passe ensemble. Je pense qu'il y a un truc qui est hyper important dans ce que tu dis. Là, c'est vraiment, on a eu ce phénomène, et en fait, on l'a eu déjà pendant Black Lives Matter, c'est souvent, par ailleurs,
parler du racisme aux États-Unis sans parler du racisme qu'il y a en France. Et c'est vrai que là, par exemple, il y a énormément d'articles sur ce qui se passe aux États-Unis, la politique de ICE, etc., sans effectivement parler que ici aussi, en fait, il y a des enfants qui sont mis en centre de rétention. Ici aussi, en fait, il y a des violences policières qui en viennent à l'assassinat à la fois de gens, en fait. C'est vrai qu'il y a une espèce d'indignation sélective, en particulier, on va dire, dans ce qui est la gauche libérale ou dans la presse, de cette indignation sélective qui serait en gros d'axer plus sur le racisme aux États-Unis, plus sur le racisme qu'on a ici en France et qui lui aussi a des racines très historiques, son colonialisme, la manière dont en fait il y a un demi-siècle on tuait des Algériens en plein Paris, la police française, etc. Et je pense que c'est vrai que il y a quand même un peu un espèce de facilité et je trouve que c'est un élément quand même qu'il faut se dire quand on parle de ces questions-là. On a raison en fait d'être indigné de ce qui se passe avec ICE et de la violence de ce qui se passe aux États-Unis, une violence chez Trump qui se joue à la fois autour de la question des migrants, c'est une chasse aux migrants qu'on n'avait plus vu depuis un moment, et aussi pour moi qui sont en vrai les deux angles sur lesquels l'extrême droite aujourd'hui joue, qui est la question d'une transphobie massive aux États-Unis et d'une violence qui est sur les questions trans, et du coup avec ça, le retour à l'ordre moral autour de la question du genre, etc. Ces deux éléments-là, en fait, elles marchent ensemble, et je pense qu'il faut qu'on arrive à voir comment ça fonctionne ensemble pour l'ensemble de, on va dire, l'ordre moral réactionnaire, pour pas dire autre chose. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment important de se dire, et après, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire chez nous et comment est-ce qu'on montre aussi le lien qui existe entre, qu'après un racisme états-unien et de l'autre côté, en France, ce serait autre chose. Je pense qu'il y a une forme quand même continue de rapport au colonialisme, à l'impérialisme et de comment on altérise l'autre. Sur cette question de lutter contre l'impérialisme et le racisme structurel, systémique d'État ici et de pas cliver en fait. Effectivement, ça me paraît hyper important quand même. On parle de fascisme là pour les États-Unis, pour d'autres pays, d'international fascisme. Mais une des choses centrales, tu viens de le dire, migrants, transphobie, islamophobie. Et ici en France, c'est quand même le ressort principal du RN, de la lutte antifasciste ici. Elle doit viser particulièrement l'islamophobie. Et il y a des choses quand même qui sont allées les derniers temps dans certains mouvements sociaux, dans une certaine gauche, dans le bon sens de ce point de vue. Je veux finir et donc il faut continuer quoi. Et je veux finir par parler aussi d'une autre question où il y a des avancées, quoi, pour pas cliver entre enjeux locaux, nationaux, internationaux, sur les questions écologiques aussi, qui m'occupent particulièrement, les soulèvements de la terre avec le fait de cibler Lafarge, Total, de parler de Tilenga et ACOP en Ouganda, en Tanzanie, de s'approprier à partir de luttes très locales les questions de lutte contre le militarisme environnemental, contre la répression des mouvements écologistes qui arrivent ici. Et en fait, il y a une tradition en France de répression des mouvements écolos, mais cette répression, c'était d'abord la répression dans les colonies par rapport à des questions justement écologiques. Et la France, on disait, elle est un pays avec une histoire et une réalité impérialiste. C'est aussi un pays qui a des savoir-faire militaristes en fait qui sont exportés, qui ramènent beaucoup d'argent dans le rapport sur l'économie politique du génocide en Palestine de Albanese, qui est vraiment hyper important. Il y a aussi des boîtes françaises évidemment, et donc pour refaire le lien avec un peu ce qu'on peut faire concrètement, tout ce qui est allé, même si c'était pas tellement, c'est pas assez, mais c'est un début. Et en Italie, où j'ai un peu des liens, c'était plus fort. Mais tout ce qui est allé contre bloquer des envois d'armes pendant en Israël, s'approprier ces questions, y compris dans les boîtes, d'un point de vue syndical, en disant on peut faire des choses en fait. On a un lien avec ce qui se passe là-bas, et y compris dans les luttes des mouvements écolos qui peuvent être très inscrits dans un territoire, mais faire ce lien. Donc moi je voulais finir peut-être. Moi, ce que je voulais dire là-dessus par un truc un peu positif, quoi. C'est-à-dire, il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens, malgré tout.
Et il faut vraiment appuyer là-dessus parce qu'on est confronté à un rouleau compresseur à l'échelle internationale. Et si on fait pas ces liens, et ils sont en train de se faire, je trouve. Je propose, vous en avez un petit peu parlé de la question de la répression justement qui s'abat en France, pas qu'en France d'ailleurs, vous l'avez mentionné, sur les militantes et les militants. Donc si ça vous va, je vous propose que on enchaîne justement sur le deuxième sujet qui est aussi lié au premier sur ce dont on vient de parler. Je vous propose d'abord qu'on commence par un petit extrait. On a eu des dégradations de la vitrine, donc toute la devanture a été taguée à l'acide. Je pense honnêtement qu'on nous reproche d'exister. La droite a fait annuler des subventions pour 40 librairies. Je pense qu'on peut carrément parler de bataille culturelle. Donc voilà, c'était il y a quelques semaines. La librairie Violette & Co a été perquisitionnée. Mimosa, tu es membre comme tu le disais, du collectif Les Invertis. Je crois que tu as particulièrement suivi cette affaire. Oui, bah déjà pour remettre dans le contexte, donc ce qu'on sait, c'est que le 7 janvier 2026, du coup, la librairie Violette & Co, qui est en gros une librairie lesbienne et de manière générale LGBTQIA+, à Paris, a été perquisitionnée pour en gros avoir un livre de coloriage, ça s'appelle From the River to the Sea. Un livre de coloriage à destination des enfants pour expliquer la question de la colonisation et de l'apartheid en Palestine. Et donc, bon, cet élément en fait fait couler beaucoup d'encre puisque en fait là, elles ont subi une perquisition un peu d'ampleur et un peu inédite, c'est-à-dire que il y a 5 policiers qui se sont rendus sur place sur une librairie pour perquisitionner une librairie, pour saisir le livre en question. Et par ailleurs, il y avait un procureur sur place qui fouille les cartons, enfin voilà, en plein milieu de la librairie. C'est déjà première chose quand même, c'est quand même un truc de jamais vu quoi. Bon, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est pas la première fois, hein, comme on le voit dans la vidéo. Il y a eu toute la droite du Conseil de Paris qui essaie d'empêcher Violette & Co d'avoir une subvention. Donc, ils bloquent une subvention, je crois, de exactement 380 000 euros pas pour la librairie, mais qui est une dotation d'ensemble de subventions pour 40 librairies indépendantes de Paris et qui, pour Violette & Co, la dotation leur permettait de rendre accessible au PMR l'espace du sous-sol qui pour l'instant n'est pas accessible PMR. Donc voilà une subvention qui par ailleurs a été remise. Entre-temps, il y a toute une vague de violence, de harcèlement de la part de l'extrême droite. On l'a vu, hein, la vitrine qui est taguée, etc. Bon, tout ça, voilà, c'est en gros ce qui se passe depuis en fait des mois autour de cette question de cette librairie. Et de manière générale sur ce qui s'est passé autour de ce livre. Alors ce qui est dit, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais vu une perquisition de cette ampleur comme ça sur une librairie, en tout cas pas depuis longtemps, c'est qu'en fait le livre en question aurait été interdit par la commission de surveillance et contrôle des publications pour la jeunesse. Alors bon, le fait est que en vérité cette commission par ailleurs, hein, la CSCPJ, je ne vais pas me tromper, en vérité, elle a interdit le jour suivant, c'est-à-dire le 8 janvier. Donc en fait, Violette & Co, par ailleurs, a été perquisitionnée le jour d'avant, donc ce qui quand même pose plusieurs questions. Après, autour de ça, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'il faut qu'on discute, quoi. Le premier élément, c'est comment, en fait, on en arrive là. C'est-à-dire, en fait, par ailleurs, dans plein de librairies, et d'ailleurs, on le voit, des livres pareils, enfin, c'est quand même autour de la question du 2 poids 2 mesures parce que bon évidemment je pense que pour nous la question de dire en fait en gros ce dont est accusé le livre c'est de dire en gros ce livre à partir de ce slogan From the River to the Sea ils veulent l'effacement de l'État d'Israël. Ça, c'est le premier élément, hein, pour donner un peu les éléments. Par ailleurs, en fait, aucune librairie aujourd'hui, du reste du temps, ne se fait perquisitionner pour, par ailleurs, énormément de livres, en plus racistes, qui se trouvent dans les librairies. C'est la première chose. Et ensuite, on voit, hein, et je pense qu'il faut qu'on mette ce truc-là dans le contexte à la fois des convocations de militants pro-palestiniens et anti-sionistes
pour apologie du terrorisme. On l'a vu avec la tentative d'essayer d'interdire Urgence Palestine, comme on l'a dit précédemment, mais aussi avec le fait qu'aujourd'hui, il y a une loi qui va être vue en plénière à l'Assemblée nationale, mais qui a déjà été votée par la commission il y a 4 jours, là, je crois, si je me trompe pas, qui est la loi Yadan, qui va encore plus criminaliser la question du soutien à la Palestine. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est à la fois cet ensemble-là, il faut qu'on voit ce qui est en train de se passer, parce que en fait, il y a à la fois le fait de cibler effectivement l'extrême droite, et c'est sûr que aujourd'hui l'attaque, notamment sur les vitrines, etc., c'est les militants d'extrême droite qui font ça, et le fait de mettre au cœur Violet & Co, et on voit bien le truc qui est en train de se jouer autour à la fois question identité de genre et sexualité, et à la fois la lutte pour la Palestine, la lutte antiraciste, et ce que l'extrême droite essaye de mettre ensemble. Mais il faut voir aussi les attaques qui se trouvent au milieu de l'État, c'est-à-dire en fait c'est l'État qui est en train de fasciser de plus en plus. Enfin voilà, je pense qu'il y a vraiment un truc, parce qu'on a toujours tendance à mettre le RN un peu à part, et à raison, pour des raisons historiques. Mais là, on est dans un moment quand même où il faut quand même qu'on voit les glissements qui sont en train de se produire au sein même de l'État. Et la loi Yadan, pour moi, si elle est votée, ça va être un truc sans précédent. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à les mettre ensemble, ces éléments, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de nous rendre, nous, militants, on va dire, pour l'égalité, pour l'émancipation, comme des terroristes, en fait. Tu parlais à juste titre de la répression qui s'est exercée notamment contre les militantes, les militants, toutes celles et ceux qui ont lutté contre le génocide à Gaza. Omar, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur cette question? D'abord, ce qui vient de se passer concernant cette librairie, évidemment, doit être condamné, mais doit être condamné politiquement, pas simplement moralement. Parce que derrière ça, évidemment, il y a toute une grille de lecture, évidemment, qui n'est pas simplement d'extrême droite. C'est encore une fois, tu as raison, Mimosa, de dire que c'est ce qu'il y a de plus facile à dénoncer, mais c'est ce qui relève d'une répression structurelle à l'endroit de tous ceux et toutes celles qui collent un tant soit peu à la cause palestinienne. Bon. Et évidemment, c'est pas sans lien avec tout ce qui peut relever de la répression à l'endroit de ceux et celles qui expriment des genres autres que les genres normés dans nos sociétés-là. Bon. Et en même temps, il faut dire qu'il y a eu depuis plus de 10 ans des librairies qui, parce qu'elles présentent des livres musulmans, ont été elles aussi perquisitionnées dans un silence assourdissant. C'est le cas d'une librairie à Argenteuil qui est très connue, qui s'appelle Al-Bayina, qui est une librairie extraordinaire du point de vue de ses ressources, et ceux qui la gèrent sont vraiment des personnes, je ne sais pas comment ils arrivent à tenir dans l'ambiance qui est celle de l'islamophobie structurelle aujourd'hui, mais qui sont des personnes dévouées à la chose littéraire, voilà. Eh bien, ces librairies musulmanes ont été perquisitionnées dans un silence, encore une fois, assourdissant, et qui a provoqué beaucoup moins d'émoi dans nos sociétés, voilà. Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que, y compris nos indignations, elles sont parfois pas toujours, à la hauteur de ce qu'elles représentent. Et puis on ajoute qu'on commence toujours par nous pour s'élargir à tout le monde. C'est-à-dire que quand on a traité de terroristes tous ceux et toutes celles qui embrassaient la cause palestinienne, qui luttaient contre l'islamophobie structurelle, etc., et après 2015, il y a eu des milliers de perquisitions, et notamment dans ma ville, mais un peu partout, des mosquées qui ont été fermées. Il y en a plein qui regardaient dans leurs pompes, y compris dans la gauche parfois un peu radicale. Et très rapidement, eh bien, les écologistes se sont fait traiter d'éco-terroristes, et tous ceux et toutes celles qui ne répondaient pas obligatoirement aux impératifs des gouvernements en place. C'est très important, je vous assure, c'est fondamental de rappeler que l'histoire, elle commence par ce racisme structurel dont a parlé longuement Léonie, qui est rattaché à la traite négrière et aux questions coloniales. Évidemment, il va de soi que tout ça est transversal, c'est-à-dire qu'il y avait déjà, dès le début, une vision orientaliste de la femme, du genre, une exploitation du corps des femmes en particulier, et de tous et de toutes ensuite et après. Mais c'est fondamental de montrer à quel point la matrice dans laquelle la matrice
de répression dans laquelle nous vivons, eh bien, elle est coloniale, elle est racialiste et qu'elle n'est pas sans lien évidemment avec les questions de genre. Je dis ça parce que on oublie trop souvent que voilà, vivre dans les quartiers populaires, c'est pas simple, y compris quand on n'est pas militant et militante. Quand on s'attaque aux femmes parce qu'elles portent une abaya, quand on s'attaque aux femmes parce qu'elles portent un foulard, quand on s'attaque aux femmes parce qu'elles ont une tenue que l'on dénonce comme étant relevant d'un islamisme va-t-en-guerre, etc. Eh bien, très peu de temps après, on s'attaque à tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui contestent l'ordre bourgeois, les inégalités dans cette société-là. Et le problème, c'est qu'encore une fois, on était quelques-uns à se mobiliser contre la loi sécurité globale et on avait raison de le faire, mais sur les lois séparatistes, il n'y avait pas grand monde dans la rue, et y compris dans la gauche, ça va de soi, mais y compris parfois dans la gauche radicale. Et aujourd'hui, on paye plein pot, y compris, vous avez vu, là, il y a les militants d'extrême droite britannique qui viennent foutre les coups de pression sur les militants solidaires et sur les sans-papiers, les migrants à Calais. Et on a quelques voix dissonantes en France, limite en mode laissez-nous nous les réprimer, c'est les nôtres, quoi. Voilà. Hein, les Britanniques, restez où vous êtes, ça c'est les nôtres. Voilà. Hein, et on a nos lois suffisamment coercitives pour pouvoir mettre les coups de pression comme il fallait. Je dis ça parce que, encore une fois, mais on va y arriver dans le sens où ça va toucher l'ensemble de la société et les Blancs en particulier. La répression qui se passe aujourd'hui contre ceux qui se solidarisent de la cause palestinienne, ça se traduit évidemment par des attaques, sur des structures associatives, des collectifs comme Urgence Palestine, c'est une évidence, mais aussi contre des individus qui sont militants, notamment par exemple avec le gel des avoirs. Voilà. Et donc concrètement, ça veut dire que des familles du jour au lendemain, eh bien, ont leur compte complètement immobilisé et ne peuvent plus vivre. Et c'est des coups de pression qu'on minimise, mais ça touche nos intimités profondes, ça touche nos familles. Et de ce point de vue-là, c'est une manière de nous silencier à terme. Et la cause palestinienne, évidemment, est la porte d'entrée, mais derrière ça, ça va et ça se généralise à l'ensemble de ceux et celles qui contestent aujourd'hui le désordre social. Et évidemment, tu as raison de souligner là cette loi Yadan ou Yadan, je sais pas qui est présente, mais qui dit un truc complètement dingue aujourd'hui. C'est que contester, dénoncer l'État sioniste aujourd'hui, eh bien, ça relèverait du crime de négation du judéocide nazi. C'est ça que ça veut dire dans cette loi-là. Et c'est fou ce lien d'égalité entre les deux. Ça veut dire d'un certain point de vue que tous les juifs sont assimilés à l'État sioniste d'Israël. C'est juste pas possible. C'est juste impossible. C'est une essentialisation. Mais complètement. C'est une loi fondamentalement antisémite en réalité et qui est validée, pardon de le dire, par François Hollande et d'autres militants écologistes. C'est le monde dans lequel nous sommes, c'est-à-dire cette gauche qui, y compris sur les questions sociétales, on savait qu'ils avaient tourné du côté libéral depuis un paquet de temps, mais même sur les questions sociétales, ne sont pas au rendez-vous, ou du moins sont de l'autre côté de la barricade dans l'histoire. Alors nous, on n'oublie pas, évidemment, mais ça veut dire qu'on puisse être, encore une fois, solidaire à la fois contre ceux et celles qui militent, parce qu'ouvrir une librairie telle que celle-ci, ça relève du militantisme. Ceux et celles qui militent dans tous ces, j'ai envie de dire, ces zones rejetées aux marches du monde parce que contestent l'ordre hétéronormé, parce que contestent l'ordre social, etc. Donc, il faut qu'on soit solidaire et on doit être solidaire et on est solidaire. Et en même temps, ça veut dire être capable de regarder dans le rétroviseur pour savoir toutes les oppressions qu'il y a eu derrière nous qui ont été totalement silenciées. Mais encore une fois, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de chacun son tour. Hein. C'est pas ce qu'on est en train de dire ici. C'est simplement qu'on a intérêt à serrer les coudes dans la perle. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on a commencé par parler de terrorisme en visant les musulmans et on s'est mis à parler, on l'a vu au moment de Sainte-Soline, le gouvernement, la droite, l'extrême droite se sont mis à parler d'éco-terrorisme. Je pense que Antoine, tu t'es particulièrement mobilisé sur ces questions-là. Comment tu vois ça, ces accusations là aussi d'éco-terrorisme, cette criminalisation qu'il y a aussi de plus en plus sur les militants écologistes?
Ouais, d'abord j'aimerais rebondir un peu sur merci. J'aimerais rebondir un peu sur quelque chose tout à l'heure que tu avais dit Léonie sur le sujet d'avant parce qu'il y a un lien. Tu disais qu'il fallait faire de l'éducation populaire parce qu'on était enfin voilà pour convaincre les autres etc. Mais en fait, je pense que c'est pas exactement de l'éducation populaire parce que par exemple à l'instant Omar tu parlais de Hollande qui vote pour cette loi abjecte. Je pense pas qu'Hollande soit abruti. Juste Hollande, il a un calendrier politique qui est pas le même que nous, et un objectif politique qui est pas le même que nous. Et la gauche du PS, c'est pareil, c'est pas des abrutis. Je pense pas qu'ils soient idiots. Je pense pas qu'ils aient besoin d'éducation populaire ces gens-là. Et je pense que l'urgence, elle est pas du coup dans une question de faire de la pédagogie auprès de nos camarades de gauche ou même de la population. C'est que en fait, on est de moins en moins nombreux. La fenêtre d'Overton en quelque sorte se déplace et on peut continuer à dire entre nous qu'il faut s'opposer plus fermement, il faut se mobiliser contre ci, il faut se mobiliser contre ça. Mais moi, je vais continuer dans mon pessimisme d'introduction. C'est que je pense que aujourd'hui, on a l'urgence, elle est dans une question peut-être de massification. En tout cas, de sortir de l'entre-soi dans lequel on peut être. Et je pense aussi que de pouvoir être catégorisé en tant que éco-terroriste, etc., c'est aussi parce on est peu nombreux et qu'en effet, si on veut revenir sur cette question d'écologie, c'est un peu comme tous les sujets. Il y a deux façons de lutter pour l'écologie. Il y a la façon, disons, institutionnelle, de faire moi, j'ai commencé à m'impliquer dans l'écologie au moment des grandes marches climat, après le mouvement de Greta Thunberg. Et donc, faire les grandes marches climat, ça, c'était bien, on pouvait le faire, c'était OK. Par contre, en effet, faire des actions plus radicales, type cortège de tête dans les manifestations climat, déjà, c'était une première chose. Et aussi les actions ZAD, occupation, etc. Ça, c'est pas une bonne façon de militer. Et il y a vraiment où cette mauvaise façon de militer, en quelque sorte, on pouvait l'assumer et on pouvait le faire parce qu'on était assez nombreux, parce qu'on avait le nombre critique. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus, même dans enfin, il y a plus de manifestations climat déjà. Aujourd'hui, faire un cortège tête dans une manifestation climat, ça serait inentendable. Refaire une ZAD comme ça a pu être le cas à Stevens ou à Notre-Dame-des-Landes, ça pourrait plus exister non plus aujourd'hui parce qu'il y a une question je pense, de nombre, une question de répression évidemment, mais alors, je pense que l'invention, plus on est nombreux, moins on est victime. Hein. Enfin, c'est pas vraiment victime, pardon, mais plus on est nombreux, moins on est fragile, disons. Et donc voilà, moi j'avais envie d'insister un peu là-dessus, que je pense qu'il y a une urgence de massifier. Voilà, je pense que c'est ça que je voulais dire. Et désolé, je réponds un peu à côté de ta question, Fabien, mais parce que je pense que c'est pas une spécificité des écologistes d'être traités d'éco-terroristes. Je pense que c'est une spécificité de tout le mouvement un peu sérieux qui lutte contre le désordre social, pour reprendre une expression Omar, c'est qu'on est criminalisé et silencié et minorisé. 2 secondes, moi, genre, juste pour t'interrompre un peu, excuse-moi, c'est juste, moi, je suis d'accord avec le fait qu'il faut évidemment massifier, enfin, genre, je suis militante, je suis pour que ce soit pris de manière massive, etc. Après, quand même, 2 trucs pour nuancer un peu. Je trouve que, justement, quand il y a eu 2015 et la mise en place de l'état d'urgence, en vérité, les mobilisations climat, c'était pas des cortèges de tête qui ont été criminalisés à ce moment-là. Les assignations, pardon, c'est dimanche matin, on est fatigué. Les assignations à résidence, elles ont été mises en place, y compris sur des militants qui, par ailleurs, ne s'y attendaient pas à ce moment-là. Pareil, le tour de 2016, juste après la loi travail, les manifestations, elles étaient extrêmement massives et elles ont été quand même largement réprimées. Je pense qu'il y a un moment donné où aussi les mobilisations qui sont pas forcément minoritaires sont largement réprimées aussi, y compris quand justement elles posent la question de mettre des brèches justement à l'ordre établi, quoi. Et à ce moment-là, moi, j'étais très d'accord avec ce que tu disais, Omar. Hein. Par ailleurs, peut-être que mon introduction ne mettait pas assez l'accent sur ce côté-là, mais c'est vrai que la gauche et la gauche radicale aussi, évidemment, on va dire la gauche quand on parle de nous, notre gauche, on va dire, a manqué un coche en 2015.
pendant la mise en place de l'état d'urgence et toute la période avant, depuis la loi de 2005, en fait, a manqué tout ce coche-là, c'est-à-dire de ne pas comprendre ce qui se passait autour de la question de l'islamophobie. Et ça, on rattrape un peu, mais on est très en retard. Et donc, évidemment que la mobilisation, elle est des fois, elle est compliquée de cet aspect-là, parce qu'en fait, il y a un truc que n'a pas vu, y compris cette gauche radicale, c'est tout ce que tu as cité, la loi de sécurité globale, la loi de séparatisme, et évidemment, on reparlera pas assez de ce qui s'est passé dans l'éducation nationale autour de la question de l'abaya, où il y a eu un silence quand même assourdissant des syndicats, par exemple de profs, et c'était le cas évidemment au moment de la loi de 2005, mais on a quand même désolée, la Sophie Binet, qui dans une interview dit bon, c'est pas le moment de l'interdiction de l'abaya, mais en même temps, je suis attachée à la loi de 2005. Donc on est toujours 20 ans après, on sait ce qu'a fait la loi de 2005 et comment en fait aujourd'hui elle permet un racisme extrêmement violent dans l'éducation nationale et notamment dans les établissements des quartiers populaires. On sait tout ce qu'elle a donné et tout ce qu'elle a permis en termes de racisme structurel dans l'éducation nationale. Et en fait, on a toujours des syndicats qui ne comprennent pas ce qui s'est passé, c'est-à-dire 20 ans après. Et ça, à mon avis, c'est effectivement le truc qui est extrêmement grave. Je pense qu'il faut qu'on arrive quand même maintenant à dire, en fait, ce qu'on devrait faire là, c'est dire, en tout cas, c'est parce que je suis prof que je dis ça, mais que quand même, la loi de 2005, par exemple, elle devrait être, on devrait militer pour son abrogation. Je voulais revenir en fait un peu sur le sujet de départ et aussi donner un peu plus de clarification. Moi, je considère que ma lutte et la lutte de l'autre, ça devient aussi ma lutte. Voilà, moi, très tôt, par exemple, quand j'ai vu ce qui s'est passé pour la librairie Violette & Co, une librairie où je vais, par ailleurs, pas tout le temps, mais où je vais, c'est un endroit où je me rends. Moi, dans ma jeunesse, alors que je me définis comme hétérosexuelle, j'ai milité dans une association pendant très très longtemps LGBT, on disait LGBT à l'époque, il n'y avait pas encore le QIA+, et après il est venu et c'était bienvenu. Et moi, c'est là où j'ai compris des choses, juste en fait en écoutant les premiers concernés, en m'éveillant. Et surtout, il y a quelque chose, notamment parce qu'on parle beaucoup de la transphobie. Il y a, je trouve, alors de un, une police de la pensée qui est en train de se mettre en place, une idéologie de la peur. Et moi, ce que j'ai compris quand quelqu'un change, c'est la première chose que j'ai compris en discutant avec des copains qui sont devenus après des femmes, c'était ce truc simple et que je trouve efficace et qui a fait quelque chose pour moi, a vraiment eu un écho important. C'était que parfois, en fait, on n'est pas né dans la bonne enveloppe corporelle. Et ça, je veux dire, il faut le garder en tête. Oui, des fois, on n'est pas né dans la bonne enveloppe corporelle. Et vous m'entendez ? Et du coup, moi, ça m'avait particulièrement marqué, ce qui fait que ça a encore plus fait, je pense, mon engagement pour l'égalité des droits, mais aussi l'égalité, d'abord, son orientation sexuelle. Je veux dire, je supporte pas ça. Et je voulais aussi dire tu vois, Antoine, quand je parlais d'éducation populaire, c'est parce que justement, on dit qu'on a massifié, mais les choses, elles retombent. Tu vois, retraite, c'est retombé aussi à un moment donné. Et quand je parle d'éducation populaire, c'est aussi des actes et des outils militants qu'on a. Bien sûr que je sais très bien que François Hollande ou autres ont des choix. L'éducation populaire, ça va pas être dirigé envers eux, même si voilà, mais c'est plutôt envers d'autres personnes, envers nos concitoyens, les gens qu'on croise dans la rue, sur une discussion, de remettre les choses en fait un peu en place, de recentrer vraiment les choses sur les enjeux. Et je veux dire, les attaques qu'il y a sur le monde de la culture, elles sont aussi importantes à contrer. Avoir des lieux comme Violette & Co, avoir d'autres lieux autogérés qui s'ouvrent avec des librairies, je veux dire, de un, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté aussi de création, et c'est aussi aborder des sujets qui font société. Je veux dire, toutes les sociétés progressent, on doit aussi se débarrasser, parce qu'on le voit bien, le côté un peu catho-intégriste, on les a vus sortir sur la loi
pour ouvrir le mariage aux personnes de même sexe, ce qui est une évidence dans le droit. On a le droit, oui ou non, de se marier, peu importe son orientation sexuelle. Ce qui faisait sens pour moi, on a vu tous ceux qui sont sortis dans la rue et qui étaient contre ça, je trouvais que c'était une volonté un peu de fractionner, de se renvoyer. Ils aiment aussi faire du planique et du clivage là où il n'y aurait pas à en faire. Et vraiment, c'est des choses à contrer. On revoit aussi sur des luttes historiques qu'il y a pu y avoir au niveau de l'écologie, hein, le Larzac, il y a les militants écolos dans les années 80, tout le monde, même 70, se foutaient de leur gueule. Vous vous souvenez comme ça a été dur dans les milieux partis politiques d'induire cette question de l'écosocialisme, de l'écologie. Maintenant, elle fait sens sur la bifurcation écologique. Si vous voulez, je vous propose qu'on passe au troisième sujet. On va commencer là aussi par un petit extrait. Un barrage de flammes qui coupe entièrement cette autoroute près de Carcassonne dans le sud-ouest mercredi soir. Les agriculteurs ne décolèrent pas contre la politique du gouvernement face à l'épidémie de dermatose nodulaire. Ce jeudi, 5 autoroutes restent en partie bloquées dans le sud-ouest, entre Bayonne, Toulouse et Carcassonne. Voilà, on a toutes vu ces files de tracteurs dans les villes où sur des blocages. Les agricultrices et les agriculteurs qui se sont mobilisés à partir de la fin de l'année dernière, d'abord autour de la campagne d'abattage des bovins imposée par le gouvernement pour lutter contre la dermatose nodulaire, aussi contre le Mercosur. Là aussi, en lien avec le sujet précédent, une différence de traitement à laquelle on est habitué maintenant quand la FNSEA va déverser des tonnes de purin, va faire des actions parfois violentes, des menaces contre des élus, le gouvernement appelle à la retenue, une différence de traitement assez claire par rapport à ce qu'on disait dans le sujet précédent. Arthur, je me tourne vers toi. Donc, tu disais tout à l'heure, tu es militant écologiste à Ville. Est-ce que déjà tu peux nous aider à y voir un peu plus clair dans cette mobilisation? Ouais. Alors, pour rajouter un peu à ma présentation, je suis aussi ouvrier agricole. Donc, je suis salarié dans une ferme. Déjà, pour remettre peut-être un peu de contexte, la dermatose nodulaire contagieuse, c'est une maladie donc qui touche les vaches et qui n'est pas transmissible à l'homme sous aucune forme, ni dans le lait, ni dans la viande, etc. Et c'est une maladie qui est très mortelle pour les vaches et surtout qui est très contagieuse et qui est contagieuse par les piqûres d'insectes. Et les insectes, c'est très difficile à contenir parce que une mouche, ça passe à travers tout à peu près, et qu'elle peut très bien avoir piqué une vache plusieurs kilomètres et déplacer même à travers une étable correctement fermée. Ça passe à travers tout, quoi. Le gouvernement a décidé de mettre en place une mesure d'abattage total. Ça veut dire que s'il y avait un cas dans une ferme, toutes les vaches, donc tous les cas contacts, entre guillemets, maintenant on est habitué à ce vocabulaire-là, tous les cas contacts étaient abattus, sont abattus. Bon, voilà, ça c'est la situation actuelle. Alors je pense que c'est important aussi de dire que il n'y a pas de consensus vraiment scientifique clair qui dit oui, l'abattage total est la seule façon de se sortir de cette épidémie. La quarantaine ne marche pas ou la quarantaine. Enfin, il y a des avis un peu divergents, même si globalement la communauté scientifique va plutôt vers dire que l'abattage total est la seule solution pour éviter la propagation de cette maladie qui est très mortelle chez les vaches. Bon, alors après, les agriculteurs se sont mobilisés en masse. Et alors moi, ce que j'avais un peu envie de dire sur ça, c'est que déjà on a eu un événement assez particulier, un fait un peu particulier sur cette mobilisation, c'est qu'on a vu la coordination rurale, qui est donc un syndicat d'extrême droite, syndicat de patrons agricoles d'extrême droite, s'allier avec la Confédération paysanne, qui est là un syndicat de patrons, encore une fois, d'exploitants agricoles, mais plutôt de gauche. Et on a vu donc des militants d'extrême droite et des militants de gauche se mobiliser côte à côte. Bon, ça c'était assez surprenant, avec comme mot d'ordre l'idée de non à l'abattage total, et très vite s'est rajouté la question de non au Mercosur. Parce que si en France on est aussi strict sur l'abattage, sur l'abattage total et sur le fait qu'on veut pas qu'il y ait ces maladies, parce qu'on veut qu'en France le cheptel français soit considéré comme sain. Parce que si le cheptel français est considéré comme sain, on peut exporter la production animale, le lait, la viande, etc., même les bêtes vivantes. Alors que si le territoire est considéré comme touché par la maladie, ça ferme le commerce international. Donc évidemment,
question de la dermatose nodulaire contagieuse, c'est pas juste une question sanitaire pour les bovins, c'est aussi une question de commerce international et évidemment de Mercosur au moment où le vote du Mercosur est en cours. Bon, moi, ce que j'ai envie de voir dans cette mobilisation, c'est pas tant le sujet que je trouve, mais c'est la forme. Déjà, c'est de voir que, alors on parlait de la différence de traitement entre les militants, c'est vrai. Et là, surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est la différence de traitement ne serait-ce que des agriculteurs. C'est-à-dire que des agriculteurs peuvent se mobiliser, peuvent rentrer dans Paris en tracteur, etc. Et qu'ils ont qu'ils ont un genre de laisser-passer, que ce soit par la police, le gouvernement, mais aussi par la population, où on donne tout en fait à ces gens-là. Et je pense que ce qui est important à voir, c'est qu'en fait, c'est des patrons. C'est une mobilisation de patrons. Et ça, je pense qu'on le voit pas assez dans nos lectures. Et même quand il y a la conf à côté, la conf, c'est aussi des potentiels patrons. Et on ne voit que les patrons. La Confédération paysanne et la coordination rurale, c'est un syndicat de patrons, j'insiste. Et juste un petit chiffre là que j'ai retrouvé, parce que je trouve ça intéressant, 40% du volume de travail agricole est assuré par des ouvriers agricoles. Et on n'en entend pas du tout parler. Les ouvriers agricoles sont complètement mis sous silence. Et même chez nos amis de la Confédération paysanne, vous ne trouverez aucun mot d'ordre en faveur des salariés agricoles. Aucun. Bon. Il y a autre chose aussi, moi, que je voulais... donc, hormis le fait que c'est une mobilisation de patrons qui se mobilisent avec leurs moyens de production, leurs tracteurs, etc. Je voulais aussi voir que il y a une genre d'hypocrisie aussi sur les animaux. C'est-à-dire qu'on voit des banderoles des agriculteurs qui disent non, ne tuez pas nos vaches, si on tue nos vaches, on tue l'agriculteur. Leur métier, c'est de tuer leurs bêtes. Et ça, je pense qu'on l'oublie aussi trop. C'est-à-dire que même quand on est producteur de lait, on tue des veaux. C'est nécessaire. Et cette hypocrisie d'avoir des agriculteurs qui viennent nous dire en plateau télé ou en manifestation que le gouvernement leur oblige à tuer des vaches et même des bébés, alors que, encore une fois, c'est leur travail. Et du coup, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir sur la mécompréhension de ce que c'est l'agriculture, l'utilisation aussi du mot paysan qui veut à peu près tout et rien dire, et que du coup, cette question que ça soit une mobilisation de patrons qui en plus sont pas très clairs sur exactement ce qu'ils font, s'ils tuent des animaux ou pas, qui créent de la confusion, c'est aussi ça qui crée ce fait que le gouvernement ne s'attaque pas à eux. Et que la population voit cette mobilisation d'un plutôt bon œil. Si on imaginait des militants de notre camp rentrer en tracteur ou en camion ou avec ce que déjà on n'est pas patron, donc on n'a pas des machines à nous, mais en tout cas, faut comparer, ça serait totalement inenvisageable. Alors oui, il y a des militants de la Confédération paysanne qui ont été mis en garde à vue, ça, voilà. Mais quand même, ils sont rentrés en tracteur jusqu'à Paris, quoi. Concernant les ouvriers agricoles, Antoine, dans quel cadre ils se structurent eux en tant que tels? Ils se structurent pas. Alors, il y a quelques syndicats qui existent, notamment chez les gardiens de troupeaux. Bizarrement, c'est une catégorie d'ouvriers agricoles qui se mobilisent et qui se rassemblent. Sinon, c'est très compliqué de trouver des mobilisations d'ouvriers agricoles et là aussi, il y a une question du syndicalisme qui est à la ramasse. C'est qu'il n'y a pas de grands syndicats d'ouvriers agricoles. Ça n'existe pas. Et globalement, c'est beaucoup de saisonniers aussi, c'est beaucoup de personnes aussi sans papier. Et du coup, c'est compliqué de s'organiser. Très compliqué. Vous savez, les accords de libre-échange, ça met beaucoup de temps à se mettre en place. Voilà, donc ça fait des années qu'on est un grand nombre de militants, ou même dans leur parcours, qui les ont peut-être amenés à militer, à se souvenir qu'effectivement, on avait déjà milité contre le TAFTA, contre le CETA, contre l'accord Mercosur. J'attire quand même l'attention aussi sur le fait qu'il y a un autre mécanisme de libre-échange qui s'est mis en place là en Afrique, qui s'appelle le ZECLAF, et qui est tout aussi odieux, je dirais, que le Mercosur. C'est-à-dire qu'il y a des questions en fait qui sont simples, c'est aussi celle des souverainetés alimentaires, des importations, je dirais des élevages intensifs. Donc, en fait, de notre rapport dans la société avec les animaux, voilà, et aussi avec des produits de première nécessité qui nous servent dans l'alimentaire et qui vont être pleines de pesticides. Et donc, on va aussi sur beaucoup de cultures céréalières et que du coup, il y a une atteinte, moi, je dirais, à l'environnement global, qui favorise aussi, je dirais, le réchauffement climatique. Avec l'émanation de CO2, des conditions de travail qui sont pas bonnes,
Moi, je me souviens quand même d'actions de L214 qui dénonce en fait aussi, qui fait ces actions-là très musclées, qui les filme et qui en est venu vraiment à filmer notamment ce qui se passe dans des élevages, dans de l'abattage, les cris, la souffrance en fait, et qu'il y a des études qui ont montré que plus la viande elle est, c'est aussi le rapport, je dirais, voilà à la nourriture carnée, de se dire que déjà si on analyse, je vais partir sur le lait, si vous analysez ce lait. Moi, je veux dire parce que mes grands-parents maternels avaient une ferme, donc ils faisaient beaucoup de choses eux-mêmes, et donc, mais c'était quelque chose vraiment sur une taille qui était très humaine finalement. Eux, je pense qu'ils visaient beaucoup plus la souveraineté alimentaire, mais je voyais bien ce que c'était entre quand ils avaient les moutons, les vaches qui avaient un nom, et effectivement, à un moment donné, vont à l'abattage, et aussi les veaux, et sur ce lait, c'est-à-dire que le lait, quand il est analysé, celui que beaucoup utilisent, dedans, vous allez retrouver du sang. Vous allez retrouver énormément d'antibiotiques. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas un lait qui est de qualité de par l'utilisation massive qu'on en fait. C'est comme si aussi on oublie bien souvent que le lait qu'on utilise partout, c'est un lait qui doit servir normalement à une vache femelle à nourrir son petit. Et que les petits sont privés de ce lien avec leur maman et qui sont aussi exploités effectivement et abattus. Moi, je me souviens d'agriculteurs qui disaient mais le veau, il vaut même pas un paquet de cigarettes. Et moi, ça m'avait fait quelque chose. Voilà, je me suis dit, waouh, en fait, c'est une marchandise. C'est la question, en fait, des marchandises. Tout est marchandisé, et est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, se relier plus et repenser, justement, la consommation? Et c'était important, effectivement, à la fois, moi, je ne vais pas aller sur ce débat, voilà, Confédération paysanne, coordination rurale, mais plus vraiment sur le Mercosur et ce qu'il fait, en fait, au monde, à la planète, aux environnements et aux vivants. C'est aussi des pesticides qui sont utilisés dans le céréalier, qui vont en fait provoquer des cancers. Je rappelle quand même que le CHU de Amiens a ouvert au niveau de la pédiatrie, son service pédiatrie, un service spécifique sur le cancer des enfants. Dire parce qu'il est lié en fait aux pesticides, parce qu'il est lié à l'utilisation de certains produits alimentaires dans la transformation. Et là en fait, on est en train de faire des industriels avec ces processus aussi de libre-échange sont en train de tuer l'humanité et globalement. Parce qu'il y a aussi une atteinte qui est faite à une petite biodiversité, aux vers de terre, à l'hérisson, à la coccinelle, au renard, etc., etc., quoi. Et donc, oui, il y a eu des mobilisations massives qui ont plus émané, je dirais, effectivement, des premiers concernés, exploiteurs agricoles, céréaliers ou d'animaux, voilà, d'élevage. Et elle a été partout, hein, je veux dire, elle n'a pas été qu'en France, c'est-à-dire c'est un mouvement global. Il y a aussi des mobilisations à Mexico, au Mexique et dans d'autres pays en fait qui sont concernés par ça et qui sont contre ça, puisque la plupart du temps, si vous prenez le Mercosur, ça va être le trajet de votre tomate, et donc aussi des monocultures qui vont bien souvent utiliser aussi l'eau en défaveur des populations alentours, parce qu'il y a aussi ces questions-là. Comme on le voit, je suis un peu parallèle avec les ACOP en Ouganda, où c'est 200 000 personnes qui vont être totalement foutus dehors de leur terre originelle, avec un contournement aussi des fleuves et des rivières. Et c'est le cas aussi en Colombie, voilà, où il y a des fleuves qui se sont éteints de par l'action d'industriels sur des élevages intensifs et même avec, je dirais, la complicité, l'impunité des multinationales entreprises françaises. Voilà, je ne sais pas si j'ai réussi un peu à reprendre tout ce qu'était ce Mercosur, mais et là, on arrive à quelque chose qui est quand même assez majeur en termes de victoire. C'est un truc de sagacité, hein. C'est de dire qu'à un moment donné, là, il y a eu un vote favorable et qui a été lié, en plus, vous voyez bien ça, à Bruxelles. Il y a les lobbyistes, la FNSEA, les gros lobbyismes agricoles du monde entier qui, quand même, sont à Bruxelles et font leurs choses. Et donc, du coup, là, ça a quand même permis, je dirais, moi, un soulagement et en me disant, ouais, en fait, faut pas lâcher sur ces luttes-là, même si elles prennent 10, 20 ans, 15 ans. On a raison de les faire, de les mener. Dans la suite, revenir sur la question un peu qui on écoute, à qui on fait attention. Moi, j'étais vraiment d'accord avec Antoine pour dire, bah, en fait, il faut écouter les ouvriers, les ouvrières, les précaires, les saisonniers, saisonnières et les sans-papiers. Alors, effectivement, il y a d'autres cadres, mais très petits. Tu en as parlé un peu, Antoine. Il y a le syndicat des gardiens de troupeaux qui est de la CGT. J'ai lu un texte là il y a pas longtemps où ils expliquaient pourquoi justement ils se sont pas impliqués dans cette mobilisation avec la Confédération paysanne, même s'ils étaient contre l'abattage total, pour des questions justement
de classe, de conditions de travail, mais aussi de stratégie et tout. Mais il y a aussi l'association A4. Et ça, c'est vraiment très important. C'est petit, hein, mais c'est hyper important. C'est un réseau de défense des droits, d'installation, de solidarité pour la dignité et les droits des sans-papiers dans le domaine agricole. C'est vraiment hyper important. Et c'est vrai que là, personne leur a donné la parole non plus, quoi. Donc ça, sur cette question vraiment. Et puis, si on élargit, et voilà, Léonie l'a dit, c'est la question internationale des paysans et paysannes dans le Sud, etc., qui sont aussi les premières victimes du réchauffement climatique là, et donc vraiment avec des gens en fait qui produisent des choses et qui meurent parce qu'il fait trop chaud en fait. Ça, c'est vraiment un truc qui est en train d'arriver. Voilà, c'est les premières victimes du réchauffement climatique, c'est les précaires sans papier qui travaillent dehors, que ce soit en Inde, aux États-Unis ou ailleurs. Et il y a aussi un peu une question voilà un peu difficile, quoi. C'est quoi la paysannerie? Et donc là aussi, je suis d'accord, quoi. C'est quoi quand on dit les paysans? On a besoin d'1 million de paysans, c'est la conf qui le dit. On a besoin d'une bifurcation agroécologique, c'est absolument nécessaire parce qu'effectivement, on meurt littéralement des pesticides et des mauvaises choses de mauvaise qualité qu'on mange. Et en même temps, c'est pas pareil d'être un grand exploitant, mais aussi un petit exploitant, c'est-à-dire un patron et un salarié ou ouvrier. Et moi aussi, voilà, c'est un peu, enfin bon, disons que ça m'a posé question et ça m'a fait un peu flipper ces alliances à certains endroits, je crois pas partout quand même, entre la Confédération paysanne, qui sont des camarades que je retrouve dans des luttes éco-syndicalistes, et la coordination rurale, qui sont vraiment pour l'essentiel d'extrême droite et fasciste. Maintenant, c'est un peu ça la question après, quoi. C'est-à-dire, effectivement, là, on a une difficulté par rapport à ce mouvement, à ses lacunes, à ce qu'elle dit pas et tout. Et puis en même temps, on a vraiment hyper besoin de travailler avec la Confédération paysanne. On a besoin, voilà, pour une bifurcation agroécologique qui est hyper important, voilà, d'1 million de paysans. Aujourd'hui, il y en a 500 000. Dans ces 500 000, c'est pas que des paysans qui sont ouvriers, précaires et tout. Il y a aussi beaucoup de petits exploitants, mais il en faudrait beaucoup plus. Et donc souvent, il y a un truc je crois, il y a un réflexe en fait de dire, il faut être pote avec les paysans parce qu'il en faut beaucoup plus, et sinon voilà. Et je crois qu'il y a quelque chose où il faut à la fois se dire que la Confédération paysanne, qui est le principal syndicat, qui est dans les soulèvements de la terre, qui nous a aidés à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, dans les méga-bassines ailleurs, à la fois, il faut être avec elle et eux, c'est ce qu'a fait la CGT, par exemple, mais en même temps, il faut en même temps dire ce qui va pas, quoi, et discuter et être dans la controverse. C'est pas possible de pas parler assez des questions internationales nord-sud et des dominations géopolitiques et de toutes les filières, et c'est pas possible de pas parler des questions de classe quand ça nous arrange pas. Et je trouve que ça revient à la question de tout à l'heure, dans la deuxième question, ce que tu disais, Antoine, sur massifier et en même temps avoir des actions directes et radicales contre le fascisme et en même temps contre le néolibéralisme autoritaire. Il faut les deux. Et parfois, c'est difficile, quoi. Moi, je voudrais finir à ce que je voulais dire par ça. C'est pas facile de doser. Voilà, je trouve que moi, je participe aussi au soulèvement de la terre. Je trouve qu'on dose d'habitude assez bien. Entre actions de masse massifiées et des actions radicales de démantèlement, de blocage, de contre-projet. Et en même temps, parfois, on est face à des contradictions hyper difficiles. Il n'y a pas la voix à celles et ceux à qui il faudrait donner la parole en premier, clairement. Personne parle. C'est vrai que c'est scandaleux que personne parle des saisonniers agricoles, en fait, dans ce mouvement, et notamment des sans-papiers. Alors que, par exemple, il y a des endroits, en Italie, par exemple, y compris dans le mouvement là, contre le génocide en Palestine, il y a eu des manières d'impliquer en fait les travailleurs sans papier du secteur agricole dans les initiatives autogestionnaires. Il y a un peu dans la gauche une petite place, pas encore du tout assez importante, qui leur est donnée. En France, c'est pas le cas du tout. Et donc voilà, je crois que c'est aussi la difficulté, je trouve, stratégique. Et moi, je comprends. J'ai eu des discussions avec des camarades de la CGT, je finis par là, qui me disaient on soutient parce que c'est contre la répression, mais on est embêté, on ne sait pas comment faire, on n'a pas de cadre pour discuter vraiment, pas facile. Je voulais peut-être qu'on refasse un petit pas de côté par rapport notamment à ce que tu disais là, Alexis, sur la situation des agricultrices, des agriculteurs en Afrique
et ça a été aussi mentionné par Léonie tout à l'heure. Il y a aussi, Omar, un certain nombre d'accords de partenariat économique entre la France notamment, l'Europe et je pense notamment à l'Afrique de l'Ouest, qui causent des dégâts gigantesques dont on parle hélas beaucoup moins que des accords comme le Mercosur, parce que là ça nous concerne nous. On en avait parlé un petit peu. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu davantage là-dessus? Oui, l'idée c'est que le Mercosur pourrait être une porte d'entrée magnifique en termes de mobilisation pour élargir la focale sur l'ensemble des pays qui sont touchés par ces accords de libre-échange, qui sont des accords du capitalisme exacerbé. Hein. Et quand je dis libre-échange, certains rajouteraient non faussé, mais nous, la dimension non faussée, ça n'a strictement aucun sens. C'est pas là-dessus qu'on se positionne. Bon. Et alors, ça a des conséquences, évidemment, on le voit bien dans la paysannerie, dans le monde occidental. Tu as raison, Léonie, de dire, y compris parmi ceux et celles qui sont au Paraguay, au Brésil, en Uruguay, et donc ces pays qui font partie de ces accords commerciaux, avec souvent des déforestations, le fait que les denrées ne servent uniquement à produire que de la viande, et pour pouvoir, dans un autre côté, apporter des voitures, viande contre voiture, comme disent certains. Bon. C'est une partie de la réalité. L'autre partie de la réalité, c'est que les accords de libre-échange, ils existent évidemment parfois au profit de ceux et celles qui vivent dans les pays occidentaux, je m'entends, de la FNSEA, des gros agro-business, de l'agriculture dans les pays occidentaux. Et ces accords de libre-échange, ce sont rien d'autre que des accords qui en réalité sont des accords néocoloniaux, qui servent sur la vague coloniale et des indépendances coloniales pour mettre au goût du jour des relations de dépendance nord-sud extrêmement contraignantes pour ceux et celles qui vivent dans les pays du sud global. Alors les accords de Lomé en 75, les accords de partenariat économique ensuite en 2007, Ursula von der Leyen dont on a entendu parler au détour du Mercosur. Personne ne sait qu'en 2023, elle allait signer avec le Kenya de la même manière des accords de libre-échange avec des conséquences déplorables sur l'ensemble de la région. C'est-à-dire, cette idée, le fond de l'affaire, c'est quoi? C'est que les produits agricoles subventionnés dans l'Union européenne peuvent se déverser sur l'ensemble des marchés africains, tuant la paysannerie locale, tuant les marchés locaux à l'échelle de régions, qu'on s'entende bien. Ce sont des régions entières qui sont totalement détruites. Pour donner un exemple, on pourrait en donner plein, au Ghana, qui était autosuffisant du point de vue de son poulet à 95%, aujourd'hui c'est de l'ordre de 5 à 10% parce que ce sont tous les poulets, quand je dis les poulets, qu'on s'entende bien, ce sont les morceaux de poulet que les Occidentaux ne mangent pas. Les mauvais morceaux qui sont revendus sur les marchés du Ghana, évidemment à moindre coût, et ça a détruit totalement ceux et celles qui produisaient à l'époque du poulet dans ce pays-là. Il y a ce scandale, alors, parce que tu as parlé du lait tout à l'heure, Léonie, mais tu as raison, oui. Et en même temps, en Afrique, c'est fois 1000 à chaque fois, quoi. C'est fois 1000 les désastres. Quand ils ont imposé le lait en poudre, ça s'est traduit par la destruction totale des productions laitières dans plein de pays d'Afrique subsaharienne, avec des conséquences évidemment dramatiques du point de vue sanitaire. Et je parle des enfants en particulier, à qui on a imposé le lait en poudre aux dépens du lait parfois maternel évidemment, et du lait qui relève des productions laitières. Tout cela, ça reste encore une fois dans l'angle mort de nos mobilisations, de nos prises de conscience, de nos contestations de l'ordre libéral et du système capitaliste. Et précisément parce qu'encore une fois, ceux et celles qui nous déroulent les informations, et moi je suis très content, on est très content d'avoir entendu Antoine et ces témoignages-là, parce que c'est encore une fois aussi dans l'angle mort, c'est-à-dire ceux et celles qui font vivre d'un certain point de vue, voilà, l'ensemble des populations sont complètement silenciés. Tu parles donc des ouvriers agricoles, avec notamment un accent sur ceux et celles qui sont les saisonniers, notamment les sans-papiers et les sans-papières, qu'on n'entend pas du tout dans cette affaire-là, et qui pourtant, du point de vue de l'usage des pesticides, comme disait Léonie, sont les premières victimes dans cette affaire-là. On ne parle pas, le chlordécone, on aurait souhaité que ça fasse un scandale international avec des mobilisations de masse à l'échelle de la métropole. La réalité, c'est que comme on est dans un processus de relations coloniales, bien évidemment, certaines vies comptent moins que les autres, pour reprendre des propos qui ont déjà été tenus. Je vais arrêter là-dessus, mais encore une fois, notre responsabilité militante, et je crois que quand je disais au tout début que
que l'internationalisme, peut-être plus maintenant que jamais, est à l'ordre du jour, c'est parce que nous avons, sans aucun doute, les moyens de faire du liant sur l'ensemble des combats qui sont les nôtres contre ceux et celles qui nous dominent, quelle que soit, encore une fois, l'origine de ces impérialismes-là. Encore faut-il évidemment donner de la lumière. Et je finirai là-dessus, pour moi ce sera même mon dernier mot en réalité, c'est que si cette émission-là doit servir, parce que je le dis, je le répète, il y a déjà plein d'émissions sur les réseaux sociaux, je pense à PDH, mais il y en a vraiment plein d'autres qui sont extrêmement intéressantes. Si cette émission doit servir, c'est contribuer avec ces émissions-là précisément, de faire un pas de côté et de mettre de la lumière là où on n'en voit pas en réalité, et notamment à l'endroit de ceux et celles qui sont rejetés dans les marges du monde, y compris dans les marges de l'humanité. Pour reprendre un peu aussi peut-être pour clôturer, enfin comme ce qui était un peu, je trouvais le leitmotiv quand même de toutes nos paroles d'aujourd'hui, nos réflexions, c'était qu'effectivement il faut pouvoir se voir d'une façon internationale. Là où on voit des replis à des moments, ou même de façon un peu plus continentale, territoriale, comme on dit. Moi, je vois, j'ai des camarades qui sont allés au contre-sommet des peuples, qui était donc une réponse à la COP30. Et ce qui s'y passe dans ces endroits-là, avec tous les peuples du monde, eh bien, en fait, ça sert énormément pour relier toutes les luttes et se donner des impulsions. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder au niveau de tout ce qui va être la paysannerie, c'est ce grand réseau international qui s'appelle la Via Campesina. Vous avez des voix diverses et variées. Et parce que moi je les suis en fait sur leur fil Telegram, j'ai aussi des liens avec la Confédération paysanne, et qui apprennent énormément. Et donc qui sont toujours des points d'attention à venir, puisque bien souvent, moi dans ma vision militantisme altermondialiste, c'est que je dis surtout souvent que le Sud global, c'est aussi notre Nord. Voilà, le Sud doit redevenir notre Nord. Parce que toutes les alertes, il les lance sur beaucoup de choses depuis très longtemps, ils ne sont jamais ni entendus, ni considérés. Bolsonaro, les fascistes qui sont là avec les entreprises minières, les milices policières, l'évangélisme, tout ce que eux voient et dont nous on a alerte et dont on parle, ce n'est jamais considéré. Combien de fois j'ai entendu d'autres politiques dire mais non, vous en faites des caisses, et alors qu'il faut prendre le pouls effectivement là-dessus. Et voilà. Et je pense que c'est important de faire toujours ces liens-là, là où ils sont faits par des associations qu'on connaît dans nos différents réseaux et qui arrivent justement à mener ces articulations-là. Et la réflexion était très intéressante d'Antoine et d'Alexis sur effectivement peut-être une mise en invisibilisation de certaines luttes. Et je rebondis quand même sur les travailleurs et les travailleuses, notamment sans papier et sans papières, il y a un procès en appel qui s'ouvre là sur l'exploitation de travailleurs sans papier dans le domaine viticole en Champagne, avec des conditions qui, moi, m'ont fait vraiment repenser, je le dis parce que je suis afrodescendante de Caraïbes et de Martinique, aux mêmes conditions d'esclavage dans les plantations. Voilà. Et ce procès-là, sur l'exploitation effectivement viticole du Champagne, on voit que c'est des gens qui sont des années-lumière des choses, avec des conditions de vie qui ont été montrées, et même avec un maton qui avait là-dedans, mérite aussi qu'on lui donne une place importante. C'est pas un épiphénomène en fait, c'est quelque chose qui est structurel. Et pareil effectivement au Kenya où on voit arriver chez nous effectivement des haricots verts qui viennent du Kenya, des fraises qui viennent du Kenya, dans des conditions où ce sont des travailleurs et des travailleuses précaires qui ne gagnent rien et surtout qui ne peuvent même pas goûter ce produit. Voilà. Il y a ça, et c'est pareil avec le cacao. Voilà. C'est une domination nord-sud. C'est colonial, c'est impérialiste aussi, ouais. Voilà. Merci Léonie. On s'était donné comme limite d'essayer de pas dépasser 1h30 d'émission. Je vous propose qu'on passe très rapidement à la dernière séquence qu'on avait prévue. Vous voulez finir un peu chaque émission par quelques dates importantes dans le mois qui vient avant la prochaine émission. Qu'est-ce qui veut se lancer? Moi j'en ai un peu deux en tête là parce qu'on arrive fin janvier et début février.
Deux choses, c'est que effectivement sur la PPL Yadan, donc il y a le collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens qui s'est fortement mobilisé, mais aussi des associations comme la FPS de solidarité avec la Palestine, BDS contre cette odieuse PPL Yadan, sachant qu'il n'y a pas besoin en fait de refaire une loi et on voit en fait son contenu et là où elle va aller sur une sorte de police de la pensée et de censure aussi de certains mots, voire bientôt d'objets. On l'a bien vu comment on traduit les gens qui portent des kéfiers alors que ça fait plus de 20 ans, 30 ans qu'on est beaucoup à porter des kéfiers palestiniens. Et donc, il y a effectivement des mobilisations et notamment à l'attention de l'Assemblée nationale qui va se faire donc lundi. Et enfin, il y a l'association Action Aid qui, le 11 février, à l'Académie du climat, donc en fait, il faut s'inscrire, il faut juste aller sur le site de l'Action Aid qui va faire justement un événement sur vigilance et anticorruption, un levier face aux violations des multinationales françaises en Afrique. Donc ça va à la fois parler donc des plantations, du non-respect sur le devoir de vigilance, les conditions de travail dégradées, la pratique de licenciement abusif, l'exposition aux pesticides, la pollution environnementale, donc l'atteinte aussi à un environnement sain des riverains, les violations donc qui sont documentées. Et donc ça va être une soirée qui va être assez sympa parce que donc il y aura un juriste, il y aura la coordination nationale Transparency International du Cameroun, il y aura un avocat, il y aura un porte-parole de survie, une porte-parole notamment de survie, et des plateformes en fait d'Afrique qui existent sur ces notions-là. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, c'est à l'Académie du climat le 11 février de 19h à 21h, et ça peut aussi être suivi en visio, et je pense que ça mettra aussi en lien beaucoup de choses dont on a parlé ici sur les articulations dans les diverses luttes. Bon, c'est pas en termes de mobilisation pour l'instant, mais enfin, vous avez vu que LR, sur sa niche parlementaire, dépose des trucs concernant la présomption d'innocence concernant les flics, avec tout ce que ça peut vouloir dire du point de vue de l'accélération de la répression. Vous avez sans doute vu la vidéo de ce qui s'est passé à Argenteuil, où un jeune a été foudroyé de coups par un fonctionnaire de police. Et évidemment, ça s'inscrit dans des choses qu'on connaît très bien, que trop bien. Et il y a tous les ingrédients pour ça s'accélère, y compris avec LR et le Rassemblement national, entre autres. Mais c'est aussi la loi Wauquiez contre le port du foulard pour ce qu'il appelle les jeunes femmes mineures, etc. Enfin, tout le baratin de merde. Bon. Encore une fois, cette idée de dépossession des corps, je fais le lien entre les deux parce que fondamentalement, c'est ça qui se joue, quoi. Frapper le corps, violenter un corps en lui arrachant un foulard, c'est encore du même registre colonial qui est à l'ordre du jour. Et il va y avoir des mobilisations sur ces questions-là. Pour l'instant, c'est en discussion dans des cadres un peu unitaires, mais il faut s'y préparer. Ouais, moi je voulais dire, il y a toutes les manifestations selon les mobilisations selon les villes où on est sur les questions internationalistes de soutien aux luttes des peuples contre l'impérialisme, voilà, que ce soit donc sur la Palestine, en Iran, Venezuela, il y aura Ukraine, autres, il y aura des dates bientôt. Alors cet après-midi, mais voilà, il y a la manifestation après le meurtre par la police de El Hassan Diarra, on en a parlé tout à l'heure. Bon là, ce sera passé. Voilà, mais bon. Et puis, un petit peu plus tard, c'est en mars, alors il y aura une autre émission, mais moi, ce que j'ai en tête, parce que je participe un petit peu à ça, et c'est pas forcément connu, puis ça nécessite un peu de préparation. En mars, donc, il y a les assises de la sécurité et de la santé des travailleurs et des travailleuses, qui est un gros truc intersyndical. Moi, je suis dans le groupe sur l'écologie, qui permet vraiment de se former, de discuter, de mettre en avant des questions de fond et des questions urgentes. Il avait été question, par exemple, du chlordécone l'année dernière. Là, il sera question de plein de choses à niveau cette année. Et puis, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. C'est en mars, mais ça se prépare aussi à l'avance. Il y a cette semaine qui, je pense, est vraiment importante contre l'apartheid israélien, 21-28 mars, où faut essayer de faire autant de choses que possible dans les villes, dans les quartiers où on est sur cette question, pour que cette question politique vraiment décisive, elle disparaisse pas en fait de l'agenda politique et militant. Effectivement, il y a les assises de la santé, sécurité des travailleurs et des travailleuses, donc du 17 au 18 mars à la Bourse du Travail de Paris.
Et il y aura aussi du 23 au 26 mars la semaine anticoloniale et antiraciste qui se passe principalement à la Parole errante à Montreuil et qui est un rendez-vous aussi très important où là c'est l'articulation de toutes les luttes avec des intervenants de qualité, des super associations. Voilà, et c'est un moment aussi important et fondateur. Merci tout le monde. On espère que ce premier épisode de Contre-courant vous aura plu. Même si j'espère que vous serez indulgent avec nous, parce que c'était la première émission, ça a pu parfois être peut-être un peu décousu. Je verrai ça au montage. N'hésitez pas en tout cas à nous faire des retours dans les commentaires. Et puis comme l'a dit Omar, il y a beaucoup de contenu notamment sur YouTube, de vidéos qui vont sur certains sujets qui méritent beaucoup de temps. Les vidéos de débat aussi. Ce qu'on va essayer d'apporter ici, comme tu l'as dit aussi Omar, c'est d'essayer parfois de mettre en lumière des angles morts qu'il peut y avoir, notamment à gauche dans l'analyse des sujets qui font l'actualité. Et puis essayer aussi d'avoir cet éclairage un peu pluraliste, complémentaire avec les différentes personnes qui font et qui feront partie de l'équipe. J'en profite pour une nouvelle fois saluer Nastéo en espérant qu'elle sera avec nous le mois prochain. Voilà. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus pour nous donner de visibilité dans cette guerre des algorithmes. Et puis on se retrouve dans un mois pour l'épisode. À bientôt tout le monde. À bientôt. Ciao, à bientôt.